Bienvenue du côté obscur du cinéma, où la seule règle est que rien n'est interdit. Ce soir, nous plongeons dans 12 films si notoires, si extrêmes, que même Quentin Tarantino garde ses distances. Ce ne sont pas juste des films, ce sont des tests de résistance. Accrochez-vous, gardez vos lumières allumées, et préparez-vous à rencontrer les films que la plupart des réalisateurs ont trop peur de défendre. Blood Feast, 1963. C'est là que tout a commencé, les amis. Blood Feast est le OG, le film gore de votre grand-père, à l'époque où voir un peu de sirop rouge à l'écran suffisait à rendre le public fou. Réalisé par Herschel Gordon Lewis, qui est en gros le Dr Frankenstein du splatter, Blood Feast a ouvert la porte à tous les films d'horreur dégoûtants qui suivi. C'est le film qui a inventé tellement mauvais que c'est bon, des décennies avant que l'expression n'existe. Intrigue? Ah, si vous insistez. Un traiteur dérangé massacre des femmes à Miami pour préparer un repas sacrificiel pour la déesse Ishtar. C'est ça, un véritable festin de sang. Le jeu d'acteur est rigide, les effets sont ridiculement grossiers, mais les sauts de faux sang ont changé la donne. C'est si joyeusement amateur que la violence en devient presque comique. Presque. À l'époque, cependant, les critiques sont perdu la tête. Ce n'était pas seulement tabou, c'était du blasphème. Les gens affirmaient que cela ruinerait la société, corromprait la jeunesse, invoquerait des démons. Vous, nommez. Bien sûr, aujourd'hui, cela semble assez inoffensif, mais dans les années 60, c'était du pur terrorisme cinématographique, interdit dans plusieurs pays, ciblé par les censeurs, et chuchoté sur le ton réservé habituellement aux crimes de guerre. Tarantino passerait-il cela chez lui pour une soirée cinéma? Peut-être comme une blague, mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. Blood Feast prouve que parfois, tout ce dont vous avez besoin est une caméra bon marché, des tripes de vache et zéro honte pour faire l'histoire. Island of Death, 1976. D'accord, préparez-vous pour des vacances méditerranéennes, droit en enfer. Island of Death est ce qui se passe lorsqu'un réalisateur grec, Nikos Mastorakis, essaie de surpasser les Italiens à leur propre jeu. Ce qui commence comme une escapade ensoleillée sur une belle île devient rapidement un défilé de dépravation si sauvage qu'il fait ressembler Love Island à un catéchisme du dimanche. L'intrigue est essentiellement un couple apparemment charmant qui arrive sur l'île puis commence à tuer, torturer et profaner quiconque ne correspond pas à leur sens tordu de la pureté. Nous parlons d'homophobie, d'agression sexuelle, de bestialité. Oui, il y a une scène avec une chèvre si célèbre qu'elle a son propre paragraphe dans les encyclopédies de l'horreur. Et le meurtre, tout au nom de la purification du péché. Mastorakis n'a même pas essayé de cacher son intention. Il voulait réaliser le film le plus offensant possible pour profiter de la controverse internationale. Mission accomplie. Le British Board of Film Classification a jeté un coup d'œil et a dit « Non ». Le film a été carrément interdit au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et fortement censuré ailleurs. Même la version intégrale était considérée comme une mauvaise idée dans la plupart des territoires. C'est une capsule temporelle sordide et choquante de l'ère la plus offensante du cinéma d'exploitation. Et non, même Tarantino ne défendrait pas celui-ci. On ne regarde pas Island of Death, on le survit. Love Camp 7, 1969. S'il y avait un Hall of Shame pour l'exploitation, Love Camp 7 aurait sa propre aile. C'est le film qui a à peu près lancé le sous-genre des nazisploitations, une phrase que personne ne devrait avoir à taper. Mais ici, nous sommes. Le postulat est déjà sur la corde raide. 2 agents alliés féminines infiltrent un camp de prisonniers nazis déguisés en bordel, espérant sauver un scientifique. On dirait le pitch d'un mauvais film Grindhouse, n'est-ce pas? Ajoutez maintenant la dégradation sexuelle omniprésente, l'humiliation et la torture filmées avec une énergie sordide et sans joie qui vous donne envie de prendre une douche à mi-chemin. Les censeurs britanniques ont tout simplement refusé de laisser celui-ci s'approcher d'un lecteur VHS. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres pays ont suivi. Costume. Dans les rares endroits où il a été montré, c'était généralement un fouillis découpé, avec des bobines entières manquantes. Le plus étonnant, malgré le fait d'être si détesté, c'est qu'il a engendré toute une vague d'imitateurs encore plus odieux, y compris les infâmes films Ilsa. Ce qui rend Love Camp 7 si célèbre, ce n'est pas seulement son contenu, mais la façon dont il s'y complaît. Aucune tentative artistique, juste un exercice dans l'humain. Misère. Même Tarantino, qui a déclaré aimer le cinéma de série B, ne s'en approcherait pas à 10 pieds. Parfois, être le premier n'est pas une fierté. C'est une relique, un avertissement, et la preuve que ce n'est pas parce qu'on peut faire un film qu'on devrait le faire. Anthropophagus, 1980. Les Italiens ont toujours eu le don d'aller trop loin, mais Anthropophagus est le moment où ils ont franchi la ligne en courant, agitant une intestin ensanglanté. Réalisé par Joe D'Amato, qui d'autre?
Cette vidéo célèbre raconte l'histoire d'un groupe de touristes échoués sur une île reculée qui découvrent qu'ils sont traqués par un fou cannibale. Tout est amusant jusqu'à ce que quelqu'un mange un fœtus. Non, vraiment. La scène la plus célèbre du film implique le tueur arrachant un bébé non né d'un ventre de femme et le grignotant comme une collation nocturne. En cas, même selon les normes du Grindhouse, c'est un nouveau bas. Le gore est incessant, l'atmosphère est d'une morosité écrasante, et le doublage, c'est juste la cerise sur le gâteau de ce cauchemar. Le Royaume-Uni l'a interdit pendant des décennies. Même des pays connus pour leur tolérance envers l'horreur, comme l'Allemagne, ont dû fortement censurer. Les fans débattent encore pour savoir si c'est un chef-d'œuvre malsain ou juste un défi cinématographique. Je parie que vous ne pouvez pas regarder cela sans avoir envie de vomir. Même les amateurs d'horreur comme Tarantino ne lancent pas celui-ci pour s'amuser. Anthropophagus n'est pas juste un film, c'est un rite de passage. Et si vous arrivez à la fin, félicitations, vous avez officiellement vu quelque chose qui vous hantera pour toujours. Pink Flamingo, 1972. Pink Flamingo de John Waters n'est pas seulement un film, c'est un cocktail Molotov cinématographique. Cocktail. Ce film brise joyeusement tous les tabous imaginables et en invente quelques nouveaux pour faire bonne mesure. Waters a réuni ces marginaux de Baltimore, leur a donné 10 000 $ et 0 règles, et a transformé Divine en icône de la contre-culture. L'intrigue suit la quête de Divine pour conserver son titre de personne, la plus immonde au monde, s'affrontant avec un couple déterminé à la détrôner. Les moments forts du film incluent de véritables abus d'animaux, l'indécence publique, des actes sexuels impossibles à décrire sans être bannis des réseaux sociaux, et le plus notoirement, Divine mangeant de réels excréments de chiens devant la caméra. Waters a qualifié cela de terrorisme cinématographique. Where are the seed on Friends et ce n'est pas qu'une question de marketing. Les projections dans les années 70 ont entraîné des évanouissements, des vomissements et des départs massifs. Les censeurs en Australie, en Norvège et même dans certains États américains ont dit « non merci ». Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans la collection Criterion, immortalisé comme une œuvre d'art. Pink Flamingo n'est pas pour les âmes sensibles, les estomacs fragiles ou ceux qui tiennent à leur santé mentale. Même Waters dit que vous ne devriez probablement pas commencer votre éducation ici. Et Tarantino, il respecte John Waters, mais vous ne le verrez pas manger du popcorn devant ça lors d'une soirée cinéma. Vous voulez voir jusqu'où le cinéma peut aller? Pink Flamingos est le boss final. La dernière maison sur la gauche, 1972. Si le cinéma d'exploitation a un centre de traumatologie, la dernière maison sur la gauche a. Pourquoi? Les débuts de Wes Craven en tant que réalisateur définissent un film que l'on ne regarde qu'une seule fois, puis on aimerait pouvoir et à ça oublier. En surface, c'est un simple film de vengeance. 2 adolescentes sont kidnappées, agressées et assassinées par un gang de sadiques. Leurs parents la prennent et se vengent brutalement. Mais il n'y a rien de simple dans la façon dont Craven le filme. La violence est laide, brute et troublante, réelle. Ce qui distingue Last House, ce n'est pas seulement son contenu, c'est la froideur presque documentaire, la façon dont il brouille la ligne entre catharsis et complicité. Il y a des histoires de gens s'évanouissant, vomissant, voire faisant des crises cardiaques au cinéma. Tarantino lui-même a dit que c'est le seul film qu'il n'a littéralement pas pu terminer. Il a dû sortir. Sandra Peabody, l'une des actrices principales, a été si traumatisée par l'expérience qu'elle a quitté le métier d'actrice. Interdit comme vidéo nasty au Royaume-Uni, coupé en morceaux aux États-Unis, et encore capable de provoquer un scandale 50 ans plus tard, La dernière maison sur la gauche est un rappel brutal que certains films vont tout simplement trop loin. Regardez à vos risques et périls. Et souvenez-vous, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film. Driller Killer, 1979. Vous êtes-vous déjà regardé un présentoir de quincaillerie en pensant « Je pourrais faire un film d'horreur avec ça ?» C'est essentiellement le pitch pour Driller Killer. Le cauchemar urbain d'Abel Ferrara est moins un film de slasher et plus une descente dans la folie, une perceuse à la fois. L'histoire suit un artiste en difficulté, perdant lentement son emprise sur la réalité, jusqu'à ce qu'il craque finalement et commence à percer des trous dans des clochards, au hasard, autour de New York. La réputation du film ne repose pas uniquement sur ses meurtres horribles. Bien que cette célèbre couverture de VHS, un gros plan d'une perceuse sur le front, l'ait aidé à devenir l'emblème de la panique des vidéos horribles au Royaume-Uni. Les censeurs ne se souciaient pas du contexte ou du personnage. Étude. Ils ont vu un outil électrique et du son, et ils ont frappé fort avec l'interdiction. La version intégrale a été indisponible pendant des années, nourrissant sa légende. Est-ce bon? C'est discutable. Est-ce perturbant? Absolument. Le style guerrier et brut de Ferrara donne à la violence un réalisme sale qui vous colle à la peau. Il s'agit moins de cicatrices et plus d'un sentiment constant de peur urbaine. Même les fans inconditionnels de films d'exploitation admettent que Driller Killer est difficile à aimer. Vous voulez une soirée cinéma qui vous déprime? Celui-ci est un tueur d'ambiance certifié.
Même Tarantino préférerait regarder Reservoir Dogs en boucle plutôt que de s'infliger une autre soirée avec Driller Killer. Bay de Song, 1971. Avant que Jason Voorhees ne prenne son machette, avant que Michael Myers ne mette son masque, Mario Bava posait silencieusement les bases de tous les slashers que vous avez aimés ou détestés. Bay de Song est le modèle du film avec un décompte de corps, accumulant des meurtres créatifs avant que ce soit cool. L'intrigue importe à peine. Un conflit d'héritage parmi un groupe d'Italiens cupides mène à meurtre après meurtre, chacun plus exagéré que le précédent. Si vous avez vu un film de Vendredi 13, vous avez vu Bay of Blood, juste avec moins de style. La réalisation de Bava est luxuriante, les meurtres sont inventifs, et l'ambiance change sauvagement de classe à vulgaire en un clin d'œil sanglant. Mais ne vous méprenez pas, c'est du cinéma d'exploitation, pur et brut. La violence est graphique, l'histoire est joyeusement malveillante, et le rythme ne faiblit jamais. Les censeurs britanniques l'ont bien sûr interdit. Même quand il a refait surface, des coupures ont été exigées. Parfois, des scènes entières disparaissaient. Les amateurs d'horreur le voient comme une œuvre d'art, tandis que les âmes plus délicates courent vers la sortie. Tarantino est un fan du cinéma italien, mais même lui admettrait que La Baie sanglante est le genre de film que l'on ne montre pas lors des réunions de famille, à moins que votre famille ne soit, eh bien, très différente. Ilsa, la Louve des SS, 1975. Parlons d'Ilsa. La Louve des SS, un film si controversé que même ceux qui l'ont réalisé font parfois semblant qu'il n'a jamais existé. C'est le Citizen Kane de la nazisploitation. Et ce n'est pas un compliment. Diane Thorne joue le rôle d'Ilsa, une commandante nazie sadique menant des expériences sur des prisonniers pour prouver que les femmes sont plus résistantes que les hommes. Spoiler, ces méthodes sont moins scientifiques, plus cauchemardesques. Le film est un mélange de torture, d'agressions sexuelles, d'expériences médicales grotesques et de scènes à couper le souffle. Nudité. La violence est caricaturale et exagérée, mais le ton est tellement malveillant que cela devient une épreuve d'endurance. Les critiques l'ont qualifié de vil, misogyne et offensant, même selon les normes de l'exploitation. L'Allemagne, l'Australie et à peu près tous les pays à moitié décents l'ont interdit purement et simplement. Même dans les endroits où il a été diffusé, certains acteurs ont intenté un procès pour retirer leur nom des crédits. Malgré tout cela, il a fait fortune. 150 000 de budget, des millions en retour. Des suites ont suivi, chacune plus dépravée que la précédente. Si vous voulez voir jusqu'où le cinéma peut descendre, c'est la référence. Et Tarantino? Il a exploré tous les genres, mais même lui sait que certaines limites ne doivent pas être franchies. Il y a l'exploitation aimante, et puis il y a Ilsa, un crime de guerre cinématographique de plus d'une manière que 1. Cannibal Holocaust, 1980. Soyons honnêtes, Cannibal Holocaust est moins un film et plus un test de résistance. Le film Choc de Ruggero Deodato, célèbre pour ses images trouvées, reste le film d'exploitation le plus controversé jamais réalisé. Fait. Censément une critique de l'appétit des médias occidentaux pour le sang et la sensation, il est plutôt rappelé pour des scènes de violence sexuelle, de véritables meurtres d'animaux, et une ambiance si implacable qu'elle fait ressembler la plupart des films d'horreur à Disney. Le style documentaire était si convaincant que les autorités italiennes ont arrêté Deodato pour meurtre. Il a dû présenter ses acteurs devant le tribunal pour prouver que personne n'était mort sur décor. Les scènes de violence contre les animaux sont encore impardonnables. Il y a une raison pour laquelle le film est interdit dans des dizaines de pays à ce jour. Les fans d'horreur débattent de la frontière entre l'art et l'obscénité, et Cannibal Holocaust ne la brouille pas mais la met plutôt en feu. Tarantino? Même lui n'a pas pu aller au bout d'une projection. C'est un homme qui aime une bonne explosion de tête, mais quand la souffrance réelle s'invite à l'écran, c'est là que même le roi de l'exploitation se retire. Si vous voulez tester votre courage en tant que fan d'horreur, c'est votre Everest. Mais ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu. Certains films, une fois vus, ne peuvent être oubliés. SS Hellcamp, 1977. Si Ilsa, la Louve des SS, est la référence en matière de dépravation nazi-exploitation, SS Hellcamp est le succédané sordide qui pousse même les fans inconditionnels du genre à remettre en question leur choix de vie. L'intrigue, si l'on peut l'appeler ainsi, se concentre sur une femme médecin nazie sadique, sa bête humaine mutante, et beaucoup de torture et d'humiliation sexuelle. La bête en chaleur est exactement ce que cela semble être, une expérience monstrueuse déchaînée sur les prisonniers pour le divertissement des commandants du camp. Ce n'est pas seulement de mauvais goût, c'est de la saleté militarisée. La violence est grotesque, le sexe est sans joie, et tout le film a l'atmosphère d'un cauchemar dont vous priez de vous réveiller. N'y ont pas donné suite. Il n'a jamais été resoumis à la BBFC après avoir été banni, et même de nombreux pays connus pour leur attitude permissive envers le cinéma d'art et d'essai.
Inermi ou Sibliner, garder cela hors de leurs écrans. Alors pourquoi cela existe-t-il? Principalement pour l'argent. Les producteurs savaient qu'il y avait un marché pour les films interdits et ils ont fourni. Mais ne vous attendez pas à ce que même les fans d'exploitation les plus blasés le recommandent. Tarantino pourrait apprécier le monde déjanté du cinéma de genre italien, mais SS Hellcamp, ça, c'est un grand nom. Il y a une différence entre mauvais goût et absence totale de goût, et celui-ci creuse un gouffre sans fond. La dernière maison sur la gauche, 1978. Peu de films ont suscité autant d'indignation, de débat et de dégoût que La dernière maison sur la gauche. Initialement intitulé Jour de la femme, il suit une trajectoire simple mais éprouvante. Une jeune femme attaquée et laissée pour morte par un groupe d'hommes survit et se venge méthodiquement de ses vengeances. Ce qui le rend infâme n'est pas seulement l'intrigue, mais la brutalité implacable des scènes d'agression, prolongées, graphiques et profondément dérangeantes. Le réalisateur Meyer Zarchi a affirmé qu'il s'était inspiré d'une victime d'agression réelle et que le film traite de l'autonomisation et de la survie. Les critiques, quant à eux, l'ont vu comme une pure exploitation, un fantasme vil et sadique qui se délecte de son propre air leader. Roger Ebert l'a qualifié de sac poubelle immonde. Les censeurs l'ont interdit en Australie, en Norvège, en Irlande et au Royaume-Uni. Même aujourd'hui, il divise les spectateurs. Certains le voient comme féministe, d'autres comme une ordure misogyne. Mais une chose est sûre, ce n'est pas du divertissement. Le regarder est une épreuve, pas une excitation. Même Tarantino, roi de la violence cinématographique, hésiterait à défendre celui-ci. Parfois, la réputation d'un film est si toxique qu'elle est radioactive, et I Spit on Your Grave brille encore dans le sombre. Survivrez-vous au voyage? Si vous êtes fasciné ou un peu choqué, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cela avec vos amis les plus courageux et de vous abonner pour plus d'explorations dans les recoins les plus fous du cinéma. Lequel de ceux-ci oseriez-vous regarder? Faites-le nous savoir ci-dessous et souvenez-vous, au cinéma, la seule chose plus effrayante que l'horreur, c'est la vérité.